Depuis quelque temps, nous revenons un peu sur l'observation d'Aumonzey. Tout ça a commencé avec le Carrefour. Puis nous avons fait un tour sur la filiation d'Albert pour revenir à nouveau aux baraques noires. D'après l'enquête, il est quasiment sûr qu'il y avait bien une observation à Aumonzey. À la Cité Jaune, les baraques, l'usine, le Carrefour, le pré sur l'eau. Il nous manquait peut-être quelque chose auquel on ne s'était encore jamais confronté. Mais avant cette nouvelle pièce manquante, j'aimerais vous donner un exemple sur l'observation exacte d'Aumonzey. Prenons l'exemple de l'appel de la femme corbeau qui téléphone au garage Poirat. Le garage Poirat est à la limite du chemin Frambéménil, sur la route entre Granges et Aumonzey. Ce détail, on ne s'en sert pas trop. Il date du 12 septembre 1985, au cours duquel Jean-Marie Villemain précisait que le matin de cet appel, par la femme corbeau, mes parents avaient dû pousser la voiture pour la sortir du garage. Et aussi bien que Christine que moi ignorons ce détail. Nous étions tous les deux au travail. Après quoi, Monique confirma la chose. Ces faits sont exacts. Il me semble que Jackie était venu la veille et avait regardé le moteur. Depuis 3-4 jours, la batterie était à plat. Intéressant de comprendre surtout que le couple Albert et Monique ont sorti la voiture du garage alors qu'elle était en panne de batterie. Ils l'ont donc poussée. Voyons voir ce que ça donne sur le terrain. La voiture en panne de batterie a donc été poussée à ce niveau du garage et sortie, j'imagine, dans le jardin en attendant de recharger la batterie. La porte du garage est située en direction de la route Frambéménil, route rurale. Est-ce que cet appel correspond à cette panne de batterie à Aumonzey, dans une observation bien précise, au matin. Il y eut des appels plus rapprochés que d'autres, qui correspondaient aux horaires de repas, entre midi et 14h, les appels de l'après-midi, début de journée. Si je me réfère aux horaires des usines, c'est plutôt 6h du matin, 13h, 13h, 21h, 21h, 5h. Est-ce que le corbeau ou les corbeaux travaillent vraiment? Et dans ce cas, est-ce qu'ils travaillent réellement à l'usine? N'y a-t-il pas une autre activité professionnelle à Aumonzey? Quelque chose autour de l'usine, dans l'environnement, des ouvriers et des horaires. Pas tout à fait les mêmes. Les pauses casse-croûte. Il y eut des appels aussi en début de soirée. En général, 19h, 21h. Il y a l'exemple du pneu crevé de la voiture de Jean-Marie Villemain à l'Épange, entre 19h et 20h. 19h, 20h. À quoi ces horaires correspondent vraiment? Est-ce vraiment des horaires d'usine, de changement d'équipe? Je partage quelques exemples des appels de l'après-midi, du repas casse-croûte, midi 14h. Femme, homme. Femme au téléphone et l'homme à Granges, au printemps 83.
Donc ici, on a l'ancienne entrée principale de la mairie. Donc on peut voir les plaques des déportations de novembre 44. Les salles de réception étaient à l'étage. Donc pour les remises de médailles ou réception avec des personnalités, des autorités. C'était principalement les 3 fenêtres sur la droite. Et pendant la guerre, au-dessus du clocheton, on avait la sirène. Et il y avait un abri en général par rue. Oui, depuis on a de vieilles photos là, effectivement. Depuis fin 19e, ça, c'est le même, c'est rien n'a bougé. à Hein. part la façade qui est Oui, à part la peinture ou 2-3 détails. remis au bout du jour. Mais bon, là, on parle d'une époque que les une vieille moins de 50 ans. Le café des Vosges là. Donc le fameux café des Vosges, ouais. C'est pas nommé café des Lards. Ouais. Donc juste devant, là, on trouvait les pompes à essence. On voit les publicités de glace. On avait 2 pompes à essence, on avait de l'essence ordinaire ou super. Sur la partie où il y a les automates Coca, on avait la pompe à essence 2 temps. Pour les mobylettes. Pour les mobylettes, qui étaient fort nombreuses à l'époque, à Granges, à la grande époque des filatures. Beaucoup de gens étaient en mobylette ou en Solex. Donc la partie bas, c'était le bar. On avait la partie bar, on avait la partie sur la droite, c'était la partie souvenir des Vosges, hein, les boules de neige, les cartes postales, enfin tous ces détails. Ouais, magasin de souvenirs. Les bonnets, les gants, enfin, etc., etc. Les fenêtres au-dessus, on avait le cinéma. Le cinéma qu'il y a là. Mais là, on parle des années 30, 40, 50, 60. Parce que quand la famille Lénart rachète en 1970 l'ensemble à la famille Marshall, la famille Lénart cesse l'exploitation du cinéma. D'accord. Alors qu'ils auraient pu continuer. Mais ils n'ont pas voulu s'embêter avec... alors qu'il y avait quand même une demande à Granges. De cinéma, ouais. Peut-être que c'est les projections, les machines de projection. Oui, parce que le problème, c'est qu'à Granges, les nouveautés étaient toujours... il y avait 6 mois de décalage avec Paris, quoi. Donc les nouveautés étaient plus très fraîches. Ouais. Mais il y avait quand même des bons films qui ont été diffusés là, quoi. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce bâtiment-là, pendant la guerre, est détruit en 40. D'accord. Il est... Dans la Seconde Guerre. Ouais, tout début de la Seconde Guerre, il brûle. Donc on voit très bien le style de construction, c'est un style après-guerre. D'accord. Voilà. En fin de compte, c'est la famille Marshall qui a eu le site pour pas très cher et qui a reconstruit. Mais à la base, c'était déjà le café des Vosges, mais qui avait un style tout à fait différent, plus ancien, plus 19e siècle. Comme tout à l'heure, on a une reconstruction, mais un commerce gardé conservé à l'identique. Voilà, parce que là, on voit très bien le style années 50. C'est typique, même le marquage café des Vosges, c'est typique de cette époque. Ouais. Alors, en comparaison d'un bâtiment comme le Café de la Paix, qui a conservé son cachet ancien. D'accord. Voilà. Où d'accord. Ici en face. D'accord. Juste là. De l'autre côté. Donc le Café de la Paix qui était situé à côté de la librairie. Le Café de la Paix tenu par Georges Viry. Bon, Georges Viry, c'est quelqu'un qui est arrivé à Granges en 45, qui avait 20 ou 21 ans si je ne me trompe pas. Et lui, il est réfugié de Gérardmer. Là-bas, il a perdu toute sa famille, ses habitations, il n'avait plus rien. Donc grâce heureusement à l'argent familial, il a pu s'installer à Granges, une zone qui n'était pas détruite, et il a créé le Café de la Paix en 45. Jusqu'à son décès en 76-77. Et lui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un très grand ami, mais vraiment proche d'André Verdu. Ils avaient la même activité, entre guillemets, ils étaient très très amis. André Verdu venait à pied depuis chez lui, par là, voilà. Le Café des Ouvriers, au bout à droite. Donc on est à 150 mètres. Ouais, à peine. À peine, ouais. Sur l'un des derniers lives, j'ai partagé des photos
d'une Java, fin des années 70, début 80. On y retrouvait quelques personnes. Mais ce n'est pas les personnes qui sont importantes. Le but de ce partage, c'était d'amener l'idée que le corbeau, ou l'un des corbeaux, a sûrement fréquenté ou croisé ces personnes. Car le Café Lénard, c'est sûrement son PC de grange. On parle beaucoup du Café des ouvriers. Mais le Café des Vosges, qu'on appelle aussi, pour les habitués, le Café Lénard, a son importance à Granges. Il y a une différence entre les deux bistrots. Le Café des ouvriers, comme le porte son nom, est plutôt pour les ouvriers. Le Café des Vosges et le Café Lénard, pour les habitués, c'est plutôt quelque chose de plus grand. Le cinéma au-dessus, la salle des fêtes, des mariages, juste à côté de la mairie. Comme sur la vidéo de la balade nocturne sur Granges, on comprend que ce bistrot, café plutôt, avait vraiment son importance et était central pour le garage, pour l'essence. Dans les années 80, on y vient acheter ses cigarettes à côté, jouer au tiercé, au loto. Et au Café des Vosges, on y retrouve plutôt les gens qui travaillent le bois, les scieries, les bûcherons, le bois. Pas toujours, mais il y a quand même une certaine différence. C'est un endroit central. Et voilà que entre en scène le corbeau. Le corbeau parle de grange, entre la famille Verdu, qu'il nomme, et le Café Lénard, voisin à une centaine de mètres. Ils n'ont pas les mêmes fonctions pour ce corbeau. Il n'a pas peur de nommer le Café Lénard. Et pour nommer ce Café Lénard, il faut plutôt être un habitué et non pas une personne de passage. Tiens, tes parents, l'autre fois, je les ai vus à Granges. Ils m'ont dit bonjour. Et j'ai pensé, sacrée bande de cons. J'étais au Café Lénard. Voilà ce que se souvient Jean-Marie Villemain avec l'appel du corbeau d'Autocoussin. L'appel du 23 avril. Il va dire ça. Et rajouter que la veille, si l'on compte les dates, il les a aperçus à Granges, au mariage Moreau, aux alentours de midi, sur la place de Granges, à quelques dizaines de mètres du Café Lénard. Vous ne me trouverez jamais. Est-il vraiment un ouvrier des usines ? Sur les deux exemples que nous avons, avec Albert, Monique, ou Jean-Marie et Christine, Granges, devant le Café Lénard, à 15 jours d'intervalle, en plein après-midi. Pour Monique et Albert, ils ont un souvenir qu'ils étaient sortis de la banque et que nous étions dans l'après-midi. Monique n'a pas reconnu ces gens qui l'ont salué. Elle a simplement dit à Jean-Marie, des jeunes, 4 jeunes en terrasse. Début avril 1983 à Granges, milieu de semaine. Quant à Jean-Marie, il est vu aux alentours de midi, un samedi, devant le mariage Moreau sur la place de Granges. Le corbeau, au printemps 83, est à Granges. D'ailleurs, c'est la montée du climax. On y retrouvera Liliane, Jean-Marie, le repas choucroute, les dénonciations de son père, Verdu, André Jacob, jusqu'à la bagarre avec Jackie et Jean-Marie, mai 1983. Si on extrait le plus important dans le témoignage de Monique, début avril à Granges, elle n'a pas reconnu la personne qui l'a saluée. Elle a juste parlé d'un groupe de jeunes, 4. À partir de ce moment, on peut peut-être supposer que Monique et Albert et ce corbeau ne sont pas tout à fait de la même génération. 30 ans, 45 ans.
Cela suppose aussi que ce corbeau ou cette personne connaît Albert et Monique. Une nouvelle fois, ça n'est peut-être pas la même génération ou une génération ancienne, plutôt une génération nouvelle, jeune, 30, 45 ans. Au café Lénard, en plein après-midi, milieu de semaine. Sûrement un homme. Mais qui peut se permettre de boire un coup en terrasse en plein après-midi et en milieu de semaine? Au café Lénard. Et pourquoi Albert ou Monique n'ont pas reconnu cet homme? Admettons, si c'est de la famille Jacob, frère, sœur, nièce, neveu, cousin, tante. Dans ce cas, Monique et Albert auraient toutes les chances de les reconnaître. Ce jour-là, ils sortent de la banque, en face du café Lénard. Vous en avez du pognon, dira le corbeau. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut pousser jusqu'en mars 1984. Le 8 mars 1984, le corbeau téléphone à Liliane. Il est aux alentours, encore une fois, midi, 13h. Le corbeau dit « Alors, à l'avance ta baraque ?» Liliane et Jackie ont trouvé ça étrange puisqu'ils avaient signé le compromis au matin, 10h. Seulement le rendez-vous, à l'époque, était à la mairie, juste à côté du café Lénard. C'est là où se déplaçaient à l'époque les notaires, quand il n'y avait pas d'études, à la mairie de Granges, le 8 mars. Une belle pioche pour une observation et un appel à l'heure du casse-croûte. Mais j'aimerais parler d'autre chose, d'y arriver doucement. Jean-Marie Villemain arrive à l'usine d'Aumonzey en 74. L'été 74, une grève. Il est jeune, il prend part à la grève. C'est le premier arrivé, il est licencié. Il est jeune, il a 16-17 ans, et il arrive à rebondir assez vite. Il entre à la scierie de Frambéménil. Il n'y reste pas longtemps. En 75, il entre à Autocoussin. 76, il rencontre Christine. 77, l'armée. Il revient en 78. Dispute avec les parents. Il va vivre à l'Aveline, chez la mère de Christine. 78-80, Noël 80. Retour de Jean-Marie à Aumonzey. Christine, bientôt un pavillon, il devient chef à Autocoussin. Si je comprends bien, Jean-Marie arrive à la scierie Gérard, juste à Rupt, en 74, avec l'aide d'André Jacob, qui va l'aider d'ailleurs en lui prêtant sa tente l'été où il y travaille. André Jacob d'ailleurs a travaillé dans le bois, avant de travailler dans le ramassage de linge d'entreprise Crovisier, avec entre autres Liliane. Donc il ne reste pas longtemps à la scierie, et là, Roger Jacquel, Henri Glay, Didier, le chef, qui s'est suicidé en février 81, trouve la place pour Jean-Marie à Autocoussin. 75-76, rencontre donc de Christine. 77, l'armée. Il part à l'Aveline, l'Épanche, il revient à Noël 80, Aumonzey. Au final, il n'est pas revenu à Aumonzey depuis l'épisode de la série Gérard à Jussarrupt
En 1984, après l'enquête, on y retrouve Serge Noël, Ditch, les frères Boll. Le soir de l'appel Toto Coussin, par exemple, Jean-Marie va citer la famille Noël. Donc, en 1984, on retrouve Noël, Ditch, Boll. 10 ans avant Jean-Marie. Il y a un dépôt de bois devant le pavillon Villemain. A priori, c'est de la scierie de Frambéménil. 2 scieries à Jussarupt. Le père et le fils Pierrard travaillent dans le bois. Le père, le fils. La scierie d'Aumonzey, c'est un peu comme l'usine. Il y a des ouvriers, il y a une tâche, il y a un cahier des charges, il y a des horaires. C'est pas vraiment les mêmes que les horaires d'usine. Quelques différences, un peu plus libres, sûrement. Le casse-croûte, 7h midi, 14h 17h. Avant de continuer, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose. Un truc qui me chiffonne au bout d'un moment, par rapport à l'ADN, par rapport au courrier, et par rapport aux appels. Comme vous tous, j'ai remarqué qu'au final, on se retrouve toujours sur les mêmes appels. On se retrouve toujours sur les 3-4 courriers du Corbeau. Pourtant, dans l'affaire, il semblerait qu'il y ait eu beaucoup d'appels enregistrés et quelques courriers. On parle de 22 courriers. Il en est de même pour les appels. Liliane explique qu'elle a enregistré beaucoup d'appels et que tous ces enregistrements ont été remis à la gendarmerie. On accuse souvent la SRPJ d'avoir fait disparaître des pages entières du cahier de Monique. Mais qu'en est-il des enregistrements de Liliane ? Pourquoi se retrouve-t-on toujours sur les mêmes enregistrements ? Difficile sur ces enregistrements de distinguer un essoufflement ou quelqu'un qui tousse ou une voix rauque. Où sont ces enregistrements de Liliane ? Dans quelle pièce du palais de justice ou d'une gendarmerie ? Y a-t-il eu 700 appels, 500, 100 ou 50 ? Il en est de même pour l'ADN. L'enquête nous emmène à Aumonzey, minimum pour une observation. Depuis 2009, tous les ADN reviennent négatifs. J'ai bien compris qu'il y a des problèmes techniques, voire des problèmes juridiques. Mais je trouve étonnant qu'il n'y ait aucune trace de la famille Jacob pour l'instant, ou de la famille Boll, Bernard Laroche, la famille Villemain, et toute autre personne qui ont été testées. Mais je répète avec prudence que je ne suis pas un spécialiste et que j'ai bien compris quelques problèmes techniques. Je reviens par exemple quelques secondes sur ce PV de Claude Jacob. Claude Jacob, sa femme, Danielle, qui travaille avec André Jacob. Elle récupère et plie le linge comme Liviane. Lui et sa femme sont au courant par exemple des courriers. Une fois chez Albert, nous sommes installés dans la cuisine et nous avons pris le café. Monique a sorti 3 lettres qu'elle a mises sur la table. 2 d'entre elles étaient manuscrites et la 3e était composée de coupures de journaux. Qui concerne les lettres écrites à la main, je ne me souviens plus du contenu. Pour l'autre,
Je me souviens que les coupures de journaux étaient mal disposées. Je me souviens de quelques morceaux de phrases, du genre « Il n'y en a que pour ton chef »,« J'ai-t-il le bâtard ?» Audition de Claude Jacob. Et les coupures de journaux étaient mal disposées. Donc, Albert et Monique ont gardé ce courrier, comme les autres. Mais personne ne le connaît. À l'heure actuelle, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ce courrier fait partie des 22 courriers à la recherche d'un ADN qui pourrait matcher, à condition qu'on vise juste? Dernièrement, on a vu l'importance du cadastre sur la route Frambéménil. Frambéménil, petit hameau juste avant Aumonzey. C'est important puisque Jean-Marie a travaillé dans une série à Frambéménil et il y a un courrier qui est envoyé à Albert à l'adresse route Frambéménil. Où pourrait se trouver cette série? 2 séries sont à Jussarrupt. La série Gaif et la série Villemain. Jussarrupt, la fameuse balade du mois de juillet 1982. Pour la série Gérard, j'ai ma petite idée. Frambéménil. Nous voici sur la route Frambéménil en direction du pavillon d'Albert et Monique. Au croisement, je tourne à droite. Puis, au deuxième carrefour, à gauche, arrivé à l'intersection, une nouvelle fois à droite, jusqu'au bout qui nous amène à la Vologne, et qui nous amène à cette bâtisse. Je regarde l'encadrement des fenêtres. Elles sont petites. Est-ce que c'est une spécificité aux séries? Je vais comparer avec les séries de Jussarrupt. Difficile à savoir, mais cela peut y ressembler. Le plus intéressant, chemin Frambéménil. Depuis quand existe ce lieu? Je rappelle l'importance du cadastre et cette bizarrerie entre Aumonzey, Granges et Frambéménil. Entre autres, la famille Collet ou Yvette Tunin, qui se retrouve dans le Bottin à l'époque de Granges. Route Frambéménil. Bon, je vais me mettre dans ce sens. Donc, tu as reconnu Ouais, l'usine, voilà, ok. les baraques noires, Ouais, les pavillons, ouais, Frambéménil. C'est juste ok. là. Ok. Le plus important, c'est de comprendre, et j'y suis arrivé grâce au chemin route Frambéménil. Ça, c'est la route Frambéménil. Figure-toi que la route Frambéménil, elle est à Granges. Elle n'est pas à Aumonzey à l'époque. Dans l'annuaire, c'est à Granges. Ça, c'est grâce à Vanessa
D'avoir compris ça, c'était très très important. C'est bizarre, mais c'est comme ça le découpage. Oui. Bon, de toute façon, c'est bizarrement découpé, ouais. Donc ça, j'ai compris que voilà, il y a une partie franc-méminine, même si tu habites à Aumonzet, tu es indiqué à Granges. Oui. Ça, Route, on avait compris, ouais. voilà, route franc-méminine. Elle continue, la route franc-méminine, en fait, hein, là où il y a ma souris. Donc tu vois, là, c'est le pavillon, route franc-méminine, je la descends. J'arrive au croisement, je continue, route franc-méminine, route toujours franc-méminine, en tournant sur ma droite, en descendant. Je remonte, je passe la Bologne, et je vais arriver là. Ah. Mais figure-toi que j'ai d'autres trucs parce que j'ai fait mon petit dossier. Alors premièrement, je me suis interrogé, le seul truc que j'avais avant d'aller sur IGN, c'était l'architecture du lieu, quoi. Il n'y a pas grand-chose. J'ai retenu simplement des lucarnes en haut Ouais. et des petites fenêtres avec vraiment des petits carrés de fenêtres, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est spécifique à une scierie? Alors j'ai été voir la scierie à- juste à Rupt, la scierie Ouais. Villemain. On va dire que C'est la même architecture. un peu, mais il n'y a pas que ça. J'ai été sur l'IGN après. Donc 1948. Alors 1948. Là, je suis à Granges, donc Franc-Béménil. Là, je suis en 48, c'est le même endroit. J'ai pas Le bâtiment, le ouais. bâtiment. Je me repère à ce grand bâtiment qui était déjà là, qui est toujours là. Par contre, je vois qu'il y a quand même une sorte de bâtiment ou je sais pas, quelque chose en tout cas. On est d'accord? Là, il y a ma souris. Ouais, ça a l'air d'être un parc, hein, du coup, c'est bizarre, ouais. Enfin bref, il y a un truc, ouais. Je vais avancer en 50... 56... 57. Donc 10 ans après. Donc pareil, Grange, remonte. Toujours la maison. Ah oui, c'est une maison, oui. 10 Là, ans on voit plus... mieux, ouais, déjà. Voilà. 10 ans plus tard. Je vais arriver à 66. Oula, là le contraste il est pas facile. Oula, ouais. Toujours pas. Là on voit de mieux en mieux. Par contre, si tu regardes bien, regarde ce que c'est sur les côtés là. Là, c'est des rondins de bois. Ah, pour moi c'est du bois. Pour moi c'est du bois ça. On est d'accord? Et je suis en 70. 66-70. Alors attends, d'ailleurs pour vérifier, regarde, c'est très vite fait, j'ai oublié. Si je reviens dessus, pour voir si on s'est pas trompé dans l'année, c'est facile. Je regarde s'il y a la maison d'Albert. Oui, il y a la maison d'Albert. 68. Oula, mais il est tout seul. Et oui, il est tout seul. Par contre, remarque que déjà... Il n'y a pas le parc en face. Ah, si, Et, ah oui. et voilà. Il y a déjà... Alors je sais pas si c'est pour les chevaux, ou... mais en tout cas, il y a quelque chose là déjà. Donc là, on est bien en 68-69. À gauche, là, c'est les fermes Bédez et Godel, non? Ouais, c'est ça, ouais. Bédès, Ouais. Godel. Ouais, ok. Ça, c'est quoi déjà Poirot, euh, le maire, et Michel, non, c'est pas Michel. Voirin. Non, ça c'est Voirin. Non, Non, c'est la, Voirin. non, la maison de Non, Michel. non, mais pas Michel Villemain. Il y en a un qui a un nom de famille Michel. Ah oui, pardon. Oui, parce qu'en fait, les Voirins n'étaient pas tout seuls dans la maison. Ouais. Balestréry, Poirot, bon, etc. Donc là, on a compris qu'on est en 68-70. 10. Ouais. Je vais arriver à 73. Donc là, je suis en 74. Pardon, je suis un peu perdu. Voilà, je reviens. 74.
Toujours pour moi, toujours pareil. Maison avec le bois, ouais. Toujours des rondins de bois. On est en 74, 73. Parce que Jean-Marie, lui, c'est Voilà. en 74 qu'il va bosser là-bas, c'est ça? Ouais, voilà, 74. 78 francs là. Donc j'avance à peu près tous les 5-10 ans. Francs là, elle y est. Voilà. Et ça, pour moi, c'est du rondin de bois. Donc là, on n'a pas eu 75, on n'a pas eu 74. On a 78. Et avant, c'était quelle année que tu m'avais montré? 69. Ouais, entre 69 et 75, il y a ça qui a... et 79, il y a ça qui a apparu, quoi. Est-ce que, Mais je pense que Jean-Marie devait déjà travailler là-dedans, il devait pas travailler dans la petite maison, hein. est-ce que tu penses que ça, si on est bien d'accord, que c'est du bois devant? Ah oui, ça a l'air d'être du bois, ouais, ça a l'air d'être prêt à être scié ou... Ouais, c'est du bois, ça. Voilà. Alors pour moi, la Syrie Gérard, c'est celle-ci, à Franc-Béménil. Voilà. Je pense que c'est bon. On l'a. C'est là, pour moi. Alors, ce qui est très intéressant maintenant pour la suite, hein. Tu vois la maison. Et, Oui. et, Ça, c'est typique des Vosges, hein. ouais. Et j'ai été jusqu'en 2005. Et 2005, c'est l'arrêt du truc. Voilà. Ok. Donc, à partir de 48, j'ai cette maison. Dans les années 70, milieu des années 70, ils construisent ce truc. Et d'après les photos, et merci de m'avoir répondu parce que je voulais avoir la confirmation, qu'est-ce que tu vois? Moi j'ai vu du bois. Toi tu Oui, vois c'était du bois, ouais. Ok. Il n'y a que ça à Franc-Béménil. À la même époque où Jean-Marie il se fait virer de l'usine, il trouve ce travail. Et, Oui. et dans Anna, tu pourras vérifier par toi-même. Roger Jacquel, Henri Glay, Serge Didier lui trouvent le travail pour Aumonzey. Là, on est en 75. 77, il part à l'armée. Entre les deux, il a rencontré Christine. 78, il revient de l'armée, mais il s'embrouille avec ses parents, avec Monique et Albert pour une histoire d'engueulade. Il prend son bagage et il part à Laveline, habiter chez la mère de Christine. Oui. Et ça n'est qu'à Noël 80 qu'il revient à Aumonzey. Oui, Et ben tu vois, tout va bien. ouais, Jusqu'à Noël 80. voilà. Mais il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est qu'en fait, il n'est pas revenu depuis qu'il a quitté le travail de la Syrie. Plus ou moins. À Aumonzey. En fait, quand il quitte Voilà. la série, il va bosser après à... Non, entre les deux, il est resté très peu de temps à la Syrie. 3 semaines ou 3 mois, je sais plus. Et là, je répète, Roger Jacquel, Henri Glay et Serge Didier le débauchent pour l'embaucher à Autocoussin. Il prend sa carte de CGT d'ailleurs. J'ai dit c'est marrant parce que dans 10 ans, ça, le corbeau, il va lui sortir les deux noms. Enfin, en tout cas, on va parler de Roger Jacquel et on va parler d'Henri Glay. C'est marrant ça quand même. En fait, tout ça pour te dire qu'à cette époque, il est déjà en contact avec Roger Jacquel pour le travail, avec Henri Glay que le corbeau va citer, tu te fais toujours péter le cul par Henri, Thomas, et par Serge Didier qui était le chef et qui s'est suicidé. Ça, on est en 75. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le découpage. Route Franc-Béménil. André Jacob, qui a été aussi dans le bois, il a travaillé dans le bois lui-même. Oui. Alors, je sais pas où, mais donc justement, peut-être ici, on ne sait pas. Il va lui prêter sa toile de tente, il va lui prêter un bout de terrain qui était pas loin. Tiens.
André Jacob. Il a du Encore terrain. lui. Non, mais c'est pas ça, mais surtout, il a du terrain pas loin. Parce que je voudrais m'arrêter là-dessus. D'ailleurs, je vais te faire un truc, ça va être plus simple. Rapidement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, là. Là où je vais mettre une croix. Il y a un dépôt de bois. Et là, il y a les deux pavillons. Là, il y a la route Frambé-Minil qui nous amène ici. Je sais que ces deux maisons, par exemple, attends, les deux dernières, on va dire Collet et Yvette, je vais les mettre ici, à peu près. Eux, ils sont à Grange. Ils sont numérotés à Grange. Alors, je me demande... La Syrie, elle est là depuis 48 minimum. Albert, il va acheter le terrain en... je sais pas moi, 65, 66. Et il n'y a pas... La parcelle d'Albert, je la connais pas. Parce qu'elle est, On avait déjà cherché un moment déjà. Oui. parce qu'elle est importante, puisqu'il y en avait pour tous ses fils et filles. Il voulait que tous ses enfants soient là. Il a proposé le terrain déjà à Michel, qui a accepté. Il a proposé le terrain à Jackie. Il a proposé le terrain à Jean-Marie. Alors c'est quoi son terrain? Il faut rajouter aujourd'hui André Jacob. Je sais pas quand il part au boulot, il y va en mobilette peut-être, Jean-Marie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il rentre pas chez lui. Il va dormir dans une toile de tente pas loin de la Syrie. Je me demande si le gars, c'est pas un mec de la Syrie en fait. Je crois que je parie sur ça aujourd'hui et on l'avait jamais encore fait ce truc. Jamais on avait parlé de tout ça, jamais on avait travaillé là-dessus. On a fait une petite erreur, mais c'était normal, c'est parce qu'en fait on est branché sur les autres séries. Alors Ouais, les autres, Zarup, oui. voilà. Alors les autres séries, il y en a que deux. J'ai vraiment fait tout le tour ces jours-ci. Il y en a que deux. Il y a la série Gaif, c'est Oui, celle-ci, la grande, et la série Villemain, Humain, ouais. qui est ici. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ces deux séries. Ils insistent sur le fait qu'il y a une série à Frambé-Minil. Donc c'est pour ça que je te propose cet endroit avec les photos IGN. Je pense que c'est ici la série Gérard. De toute façon, ça peut être que là. Hein. Bah ouais, pour moi. Et alors, si on rajoute aujourd'hui que ça, j'ai toujours, enfin, après je peux me tromper, cru ou avoir eu l'information que ça appartenait à la série Gérard, enfin à Frambé-Minil. Marrant ça quand même, non? Je vais ajouter que le gars, quand il va écrire à Albert, il va parler de la route, il va écrire la route Frambé-Minil. Et quand tu te rappelles d'un épisode avec Albert qui a dit j'étais à la fenêtre, j'ai entendu une voiture qui m'a klaxonné, je suis descendu, elle était partie en direction de l'église. Tu te rappelles? Non, pas trop, non. Alors ce jour-là, parce qu'ils sont branchés sur Verdu et une Renault 12 break. Donc lui, il est à la fenêtre dans sa cuisine. Et puis, je sais plus par quel... voilà, il entend une voiture, et, elle doit être garée par là. Il n'y avait pas à l'époque les arbustes. Qui klaxonne et qui fait des appels de phare. Et lui, il le voit là, de chez lui. Le temps qu'il descende, la voiture, elle est partie en direction de l'église. Et si c'est réel, cet épisode, j'imagine, la voiture n'est venue que de Frambé-Minil. C'est pas possible autrement. Puisqu'elle est repartie en Ah oui, il n'y a qu'une direction. route, ouais. Voilà, Ah oui. elle est repartie en direction de l'église. Je me suis toujours souvenu de ce petit détail. Et aujourd'hui, parce que la route Frambé-Minil, il y a longtemps, on se posait la question, Gilbert, il est passé par où? Il passait par où à l'époque? Frambé-Minil et tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a deux, trois choses qui nous ramènent parfois au chemin Frambé-Minil.
Le plus intéressant, c'est de comprendre que la route Rambouillet-Ménil, c'est Granges. Alors, dernier truc, tu cherchais, j'ai vu, tu m'as envoyé des Gérard à Jussarut, Carpelmont, mais moi j'ai trouvé autre chose, hein, figure-toi. J'ai trouvé la famille Gérard, je ne sais pas si c'est la même en tout cas, mais j'ai trouvé la famille Gérard, rue Maréchal Foch. Ah. Et la rue Maréchal Foch, elle est là. Yann aussi, c'est le patron de Viviane qui travaille là. C'est le patron d'André Jacob aussi, c'est pas lui Oui, bah, qui ramasse les. Ouais. Pour rajouter un petit truc qui était sûr de moi, c'était. Attends. Non. Oui. Et ben, le plus étonnant, c'est de voir un Français. Je trouve qu'il y a une confirmation dans ce qu'on est en train de raconter, parce que j'ai un Gérard François Xavier à Frambémilly là. Il s'appelle pas Gérard Claude, le mec là de... Audition Claude Gérard. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a Jacques Roger est venu à ma scierie pour acheter des planches de 4 mètres. Ah oui, c'est par là que c'est passé. D'accord, oui, je comprends. Bien vu. Audition Claude Gérard. Claude Gérard. Bon, j'ai pas de Claude, mais j'ai du Gérard en tout cas ici. Et j'en ai un à Frambémilly là. Ah, par contre, c'est un Xavier François. Ouais, mais Frambémilly quand même, ça laisse. Frambémilly, il y a à peine 100 personnes, quoi. Oui, c'est ça, ouais, c'est pas. Et tu sais ce que j'ai un autre truc que j'ai remarqué, je voudrais bien travailler là-dessus, ces quatre, pour voir. D'ailleurs, j'ai du Frottier à Maréchal Foch et tout ça. Et à Frambémilly, j'ai un Jean-Paul Fraisse. Ah. Comme Madame Fraisse, la fameuse. Oui, mais là, je le trouve quai de Vologne. Alors que moi, je l'ai sur un autre annuaire plus tard à Frambémilly. Alors, c'est peut-être pas le même, hein, c'est peut-être un Ouais, un homonyme, voilà. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, je pense que je vais parier là-dessus en fait. C'est bien on est bien à la scierie de Frambémilly ici. Voilà. Et là, on est derrière le pavillon. C'est toute cette partie de la forêt là. Elle y vient maintenant, Vanessa. C'est elle qui me le répète, parce que je l'ai répété longtemps. Il y avait un petit détail aussi qui m'avait troublé depuis des années. Quand je m'approche du pavillon de Michel, je peux pas, il y a le chien qui gueule. Quand je m'approche, sûrement pas en voiture. Et sûrement peut-être pas de face non plus. Saison, c'est trop voyant. À moins que le gars, il travaille à la scierie Gérard, ici, et que son boulot, c'est de mettre du bois là, par exemple. Ah, c'est ça que j'avais demandé. Le dépôt là, c'est les camions qui vont chercher le bois et qui le ramènent là en fait, en attendant d'être traités, non? J'y connais pas grand chose dans le métier du bois, mais je sais qu'il y a du dépôt de bois ici. Alors, la question c'est de savoir, je ne sais pas après, l'information, peut-être elle est fausse. Le dépôt de bois, c'est la scierie Frambémilly. Peut-être que en fait c'est la scierie d'au-dessus. Mais je trouve qu'ils ont assez de place là-haut pour garder du bois. C'est assez grand, je sais pas comment ils le. Alors, ou là c'est que pour le traiter. En tout cas, ils déposent le bois quand ils l'ont coupé. Ils l'amènent effectivement ici. Depuis des années, hein. Je ne sais pas à qui ça appartient. Mais, écoute, la question, elle est partie sur le café Lénard, avec tes photos là. L'important, c'est pas les gens qui sont là-bas, c'est pas eux les coupables, on s'en fout. Mais ce qui est sûr, là aussi c'est un pari, mais un peu plus. Pour moi, le Corbeau, il a croisé ces gens au moins une fois dans sa vie au Café Lénard. C'est l'ambiance. Et le Café Lénard, c'est beaucoup les gens des bois. Oui, ah bah ça oui. Scieries, aux alentours. C'est un petit peu les ouvriers, c'est peut-être pas systématique, mais en tout cas, c'est un peu plus que le Café des ouvriers, ça porte bien son nom, quoi. Le Café des ouvriers. Cette partie-là, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque où la famille Villemain
habité ici, où la famille Jacob, j'avais déjà la série Gérard. Là. En 48, minimum, il y a déjà un truc. C'est peut-être de génération en génération. Est-ce qu'il y a une importance par rapport à l'achat du terrain? Est-ce que... À l'époque, Albert, il distribue le terrain à ses fils. Les fils refusent. Et Jean-Marie va acheter plutôt un terrain à l'Épange. Le Corbeau, il dit qu'il va aller voir quand même, il va aller vérifier tout ça. Et ce Corbeau, lui, il a un rapport avec Aumonzey. Ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, cette partie-là, si je fais même un vol d'oiseau, on est à 1 kilomètre. Bon, j'ai retrouvé l'avis de décès de Claude Gérard. Pourquoi ils mettent Saulcy-sur-Meurthe, Jusarup, Attends, Docel c'est sur les avis de décès? Ils marquent Saulcy-sur-Meurthe, Jusarup, Docel. Ça veut dire quoi ça? encore quelqu'un de Saulcy. Je voudrais aussi te faire voir quelque chose d'ailleurs, si tu as encore quelques instants. Est-ce que tu as remarqué, disons que si je me mets là, voilà. Est-ce que tu as remarqué la belle sortie à Frambéménil pour traverser par Chambray ou par Jusarupt et arriver directement à l'Épange? Non, j'avais pas fait gaffe à ça. Le Pré, Beauménil, Erpelmont, Jusarupt, Aumonzey. Il y a des trucs qu'on va plus revenir en arrière. Moi personnellement, je reviens plus trop sur l'observation d'Aumonzey. Il y en a une. Ah, obligatoire. Il y en a une. Obligatoire qu'il y ait une observation. Bon, alors si on est d'accord qu'il y a une observation aujourd'hui obligatoire à Aumonzey, et si on reste aux baraques noires, depuis le temps qu'on est sur les baraques noires, et surtout la police, et qu'ils ne trouvent rien, je trouve ça assez étrange. Et puis il m'est venu juste cette pensée de me dire, mais qui est à 14h, la fois où il a croisé Monique et Albert à Granges? C'est dans l'après-midi, c'est en milieu de semaine. Elle va dire, j'ai pas fait attention, il y avait 4 jeunes. Je me dis, mais premièrement, si elle n'a pas reconnu ces gens, c'est peut-être pas la même génération. Tu vois, simplement. Et qui peut se permettre de boire un coup en pleine journée après 14h? Ça ressemble pas aux usines, ça. Les usines, c'est 6h, 14h, 14h, 21h, 21h, 5h, 6h. Et puis voilà, quoi. Alors, il peut être du matin et après boire un coup l'après-midi. Mais les horaires de Syrie, ce qu'on n'a pas fait depuis le début dans cette histoire, mais on ne savait pas, c'est qu'on est resté perché sur l'usine. Parce que forcément, c'est le... Même moi, hein, c'est le phare. Mais il y a une deuxième occupation professionnelle à Aumonzey, c'est le bois. Il y a 3 scieries en fait qui entourent Aumonzey. Les 2 de Jusarupt et celle de Gérard. Ça demande toute la journée des va-et-vient, des gens qui travaillent, c'est avec des horaires, cahier des charges, enfin, etc. C'est des horaires de travail, c'est des ouvriers, mais c'est peut-être pas tout à fait les mêmes horaires. Je le vois pas pareil, le travail du bois. Il est un peu plus libre. L'usine, t'es enfermé dedans, tu as ton chef, tu travailles 8 heures, t'es au chaud peut-être. Parce que c'est un travail difficile, le bois, j'imagine, l'hiver, là-bas. C'est tout le temps dans le froid. Mais Je pense que tu as des salariés qui restent pour la découpe et tout ça, le traitement, et puis tu en as d'autres qui sont en vadrouille toute la journée, les bûcherons, ouais, ceux qui les transporteurs aussi, ceux qui vont les chercher avec le camion. ouais. Alors, est-ce que tu sais qui sont les 2 seules manœuvres de Syrie, comme ils appellent dans les recensements, à Aumonzey, au Baraque Noire? C'est le père et le fils Pierrard. Ah oui, c'est ça, oui. Parce que le fils Pierrard,
Disons que le fils Pirard, en 62, il est déjà le père et le fils, hein, les deux, sont déjà manœuvre en Syrie. C'est écrit comme ça. C'est étonnant de le lire comme ça d'ailleurs. Manœuvre en Syrie. C'est pas bûcheron. Je l'ai retrouvé d'ailleurs le Paris que je cherchais depuis longtemps là. Oui, je savais bien qu'il y avait un Paris Jean-Claude, né en 48, qui était bûcheron. Lui, c'est un bûcheron. En fait, j'ai relevé dans les recensements, travail de dingue, pas tout, mais quelques recensements des gens qui travaillent dans le bois. À l'époque, il y avait le métier, tu vois. Donc voilà, j'ai retenu ça. Et donc Pierre Rare, il travaille à l'usine, enfin à la J'avais scierie. pas Pierrat, moi j'ai Tocaven, j'ai Poirot. Hmm. Poirot, Marshall, mais lui c'est un agent NF. Tu vois. Quand il y a une croix, ça veut dire qu'ils étaient déjà là en 62. Ça, c'est le recensement de 68. C'est Vanessa qui m'a c'est Vanessa qui m'a expliqué ça. Donc ça, c'est la... Moi, je savais... Très bien, parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Voilà, donc ça c'est 62, il y a une croix, donc ils étaient déjà là. Je descends. Pierrat. Pierrard. Manœuvre de Syrie. Ah oui, lui, toi, j'ai loupé lui. Pierrard, Gilbert, fils 46, Lure, manœuvre de Syrie. Du coup, ça m'a fait plaisir de tomber là-dessus, quoi, quand même, j'avoue. Alors, moi, je voudrais comprendre un truc. Le fils, il est là depuis longtemps. Alors, en fait, non, parce que regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont arrivés en 62, ils n'étaient pas là encore. Ah oui. Ils arrivent de Paris, eux, bizarrement. Ils sont pas du coin. Et lui, il est né à Lure. C'est loin ça, non? Tu sais pas? Si j'avais regardé. C'est les Vosges ou enfin c'est. Ouais, enfin, c'est la Haute-Loire, je crois, un truc comme ça. Ah. Ce qui est marrant, c'est que lui, il va partir, lui. Il va partir à. Comment ça s'appelle déjà? Merde. De Loire. De Loire, un truc comme ça. C'est tout ce truc qui m'intéresse beaucoup sur Ollery. Ouais. Dieu-Loire, voilà, Dieu-Loire. Et oui, tu vois, ouais, c'est la Haute-Saône. Lure. 11 000, voilà, 10 000 7 000 habitants. Agglomération. Voilà. Bon. Et les Lurons. Les Lurons. Okay. Alors lui, il part, lui. Il part, lui. Je sais pas. Ça m'épate, ce truc. Et il travaillait où, alors, à l'époque? Parce que le père, là, il est assez vieux pour être à la retraite. Et pas le fils. Et le fils, à mon avis, s'il est manœuvre dans une série, il n'y a pas trop d'endroits où il peut bosser. Il y a les deux de Jussarupt, il y a les deux de Grange, là, de Manche-Claude, entre autres, et Gérard. La série Gérard à Franc-Mémile. Il n'est pas bûcheron, il est manœuvre de Syrie. Ça veut dire quoi ça, manœuvre de Syrie d'ailleurs? Eh ben, ça veut dire qu'il bosse dans une série. Et voilà. Ouais, mais il fait quoi? Manœuvre. Ben, il découpe du bois, il range les palettes. Voilà. Il est pas bûcheron en tout cas. Manœuvre de Syrie est le dernier maillon de la chaîne de production. Il est indispensable à l'expédition des produits finis. Son rôle est de transporter les pièces en bois et de les gerber en fonction de leur dimension et de leur qualité. Ouais, c'est ça, ouais. Il les range. Il les transporte et il les range. Est-ce qu'il livre? Bah, son rôle est de transporter les pièces en bois et de les gerber en fonction de leur dimension. C'est les foutre les uns sur les autres, quoi, en gros. Ça, d'accord, sur les palettes. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de Bruno Magron? Oui. En plus, il est sur la photo du Café Lénard, Bruno Magron. Oui. Pour moi, cette photo, c'est 78-80. En 84, son travail, mais je n'ai jamais trouvé où il est livreur à Bruyères. Qu'est-ce qu'il livre? Parce que les mecs, ils ont tous la même salopette sur la photo, en bleu. Donc eux, ça serait des manœuvres, c'est des mecs qui bossent à la Syrie tout en permanence, quoi. Ils bougent pas, quoi. Je sais pas trop, ouais.
Mais je commence à avoir des doutes sur que ce soit dans une usine. Voilà. Je me dis, à choisir, je prends le pari risqué de me dire que c'est dans le bois. Puis moi, ça me va les bois, ça fait longtemps que ça me travaille, les bois. Donc ça me va, quoi. Et bizarrement, c'est que si j'ai raison sur la Syrie, c'est vachement intéressant pour plein de petits trucs. Déjà, c'est pas loin, c'est juste derrière le pavillon, à moins d'1 kilomètre. Et puis en 75, il y a déjà André Jacob qui est dans cette histoire. Je sais qu'André Jacob, il a travaillé en Syrie lui aussi. Alors je ne sais pas laquelle, mais lui, en tout cas, il est proche de Jean-Marie. Il lui remet une toile de tente. Il lui prête un bout de terrain pas loin. Waouh! Alors, est-ce que c'est peut-être pas son terrain à lui? Je sais pas, parce que sinon, il a un bout de terrain aussi là-bas, lui. André Jacob. Qu'on va retrouver. Bah oui, parce qu'André Jacob, c'est un truc qui me. Je crois que Vanessa a tapé dans le mille l'autre jour. Je défends cette idée. André Jacob, c'est lui qui balançait Verdu, je pense. À Ferru. C'est Oui, lui, ça c'est pas probable, oui. c'est lui qui fait le lien entre Granges. Je dis pas que c'est lui le corbeau, hein. Mais il est à côté du corbeau, hein. Il est à côté du corbeau, c'est pas possible. Comme le mec qui est à côté du café Lénard. Au printemps 83, il est sûr au café Lénard dans les après-midi. Qu'est-ce qui le permet d'être dans l'après-midi en terrasse en plein mois d'avril, 83 par exemple? Un mercredi ou je sais pas quel jour. Ils sont descendus en général, ils descendaient une fois ou deux fois par semaine. Et là, ils passent à la banque ce jour-là. Alors, je sais pas quel jour ils passaient à la banque. À l'époque, ils devaient s'organiser avec des jours bien précis, tu vois. Et puis, ils y vont peut-être pas souvent non plus. Il y a peut-être pas de carte bleue là-bas à l'époque. Donc, ils ont besoin de liquidité. Donc là, ce jour-là, il est quand même devant le café Lénard, le mec. J'ai salué tes parents, ils m'ont salué. Je croisais tes parents, ils m'ont salué. J'ai pensé que t'es une bande de cons. C'est moi qui rajoute qu'il ne les a pas reconnus, puisque Monique, elle dira plus tard, moi je les ai pas reconnus, c'était 4 jeunes. Parce que c'est ça, il faudrait quand même être clair dans tout ce qu'on pense aujourd'hui et avancer, et être un peu de bon sens. Si c'est quelqu'un de la famille de Monique ou de qui que ce soit, bon, elle va les reconnaître tout de suite, même un neveu, une nièce, ou qui tu veux. Si c'est quelqu'un de sa génération, elle va peut-être On va le reconnaître aussi, ouais. elle va reconnaître aussi. Hein. Elle a quand même insisté en disant non, c'était 4 jeunes. Et moi, je te dis, 4 jeunes en plein après-midi, c'est quoi en fait? C'est des mecs qui ont débauché, qui allaient reprendre le boulot, ils se sont arrêtés 1 heure à Granges, quelque chose comme ça, je ne sais pas. 4 jeunes, elle a pas dit qu'ils étaient en uniforme ni quoi que ce soit, mais elle n'a pas fait attention. Pour elle, en tout cas, justement, si c'est pas sa génération, elle fait pas gaffe. Lui, par contre, il les connaît. Je crois moins aujourd'hui à une piste ancienne. Voilà, pour moi. Ouais, c'est de la génération à Jean-Marie, quoi, entre... Je dirais 30, 45 par exemple, ce serait pas mal. 25-40, tu vois, un truc comme ça. 30. Et alors, ce qu'on est sûr aujourd'hui, et puis tant mieux si on y arrive un peu ensemble, si on bouge plus sur l'idée qu'il y a quand même minimum une observation à Monzay, mais il y a aussi une observation à Granges. On connaît tellement... Ou du moins, la personne va à Granges, du moins. Le printemps 83, il est là-bas sur les après-midi. Certains... Albert et Monique ont donc croisé ces gens. Ils n'ont pas reconnu. Après, il faut que tu attendes 3 semaines, 15 jours. Il faut que tu arrives à l'appel d'Autocoussin. C'est donc le 24 avril 83 qui dit « J'ai croisé tes parents l'autre jour à Granges. Et d'ailleurs, toi, je t'ai vu avec tes lunettes de soleil devant la boucherie Moreau. » Sur ce dernier exemple, ça, c'est le samedi 23 avril 1983 à Granges pour le mariage Moreau. Donc il lui dit ça le 24. Et après, il va lui dire « J'ai croisé au fait tes parents. » Et quand Jean-Marie va poser la question à Monique, elle dit « Mais c'était quand ça ?» Monique, elle va réfléchir, elle va dire « C'était il y a 15 jours à peu près. »
Donc, si tu fais le calcul, que l'appel d'Otokusan a eu lieu le 24, et si tu remontes à 15 jours, c'est début avril, en plein après-midi, milieu de semaine, sur la place. Il était là. Et lui, j'y crois pas, moi, les 4 ensemble. Je crois que ce gars-là, il roule pour lui. Il en parle pas à ses collègues, tout ce qu'il est en train de faire. Ça doit être quelqu'un plutôt silencieux, même. Tu vois? Oh oui, oui. Oui, oui, je pense pas. Oui, oui, il va pas s'en vanter. Hein. Il fait son truc et puis personne ne sait. Hein. Est-ce que tu trouves pas bizarre ces horaires de l'après-midi? J'ai pas encore fait les soirs, mais les après-midi, c'est étonnant les après-midi. Parce que les après-midi, un tiers des appels, en règle générale, que ce soit chez Albert, chez Monique, chez Christine, chez Liliane, etc., c'est entre midi et 14h. La Syrie, par exemple, elle va faire un 7h midi, 14h. Des fois, même tu reprends un peu plus tard, 15h par exemple. Tu fais une petite pause. Parce que c'est pas la même organisation d'un travail d'usine. Je sais pas si tu as travaillé un peu en usine de Ouais, cadence. c'est leur fixe. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce qu'il y a cette histoire d'horaire du matin. Alors, la femme va faire un tir groupé, elle va appeler le matin très tôt, mais en très peu de temps. Ça, c'est plutôt l'hiver 83. Et après, tu tires au printemps, et au printemps 83, bah, c'est tout ce que je suis en train de te dire. Et ça répond à la visite des gendarmes à Aumonzey. Ça, c'est pareil. C'est Oui, il le voit. il le voit, mais ça, c'est à la même c'est dans ce lieu là, Ouais. ce temps. Pardon, ce temps d'avril 83, début avril 83, mi 83. Les gendarmes sont passés à 8h30, 9h. Et quand ils sont repartis, à peine ils sont repartis, que le corbeau a téléphoné, il était 9h30. Qu'est-ce qui permet à un mec de téléphoner alors c'est sûrement pas l'usine, c'est à 9h30 du matin. J'y crois pas, moi, qui téléphone de l'usine, le mec. Ah, c'est compliqué. Et puis à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone comme ça à disposition partout dans les lignes. Hein. Exactement. C'était sur des lieux précis. Exactement. Alors 9h30, là le gars il téléphone, qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Est-ce qu'il bosse? Une fois il a dit on peut pas me toucher, hein, j'ai une pension. Oui, en plus. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Mais est-ce qu'il bosse? Parce que, écoute, j'ai trouvé une formule, je vais voir si elle marche pour toi. Bah, c'est juste une petite parenthèse, ça me vient. La seule personne dans la famille Villemain qui a travaillé dans une scierie, c'est Jean-Marie Villemain. Et c'est lui qui est plus emmerdé. Et après être parti de la Syrie, il part à Otokusan, il rencontre Christine, après il part à l'armée, il revient, il repart à Laveline, il trouve son appartement à l'Épange, il achète son terrain, etc., etc. Ça, c'est entre l'embauche de Jean-Marie quand il a 16 ans et l'Épange, il y a 10 ans. Il n'est pas tout seul dans une Syrie, hein, je te rappelle. Oula, non. Ah non, c'est du taf, ça. Hein. Alors, qui étaient les employés? Parce que il y a un truc qui m'a chiffonné l'autre jour, et puis je suis revenu un petit peu en arrière. C'est les noms qui sont sortis là dernièrement, là. Bonato, Ditch, etc. Ditch, ouais. Bon. J'ai dit, ah, bah, c'était intéressant, on a pu faire Valerio. Bien après, ça m'a fait penser que ça revenait un peu sur la piste quand même, éventuellement officielle, parce qu'on n'est pas très loin des bols, etc. Quoi. Ça pourrait faire penser à ça, tout compte fait. Mais à la réflexion, là où j'en suis en ce moment avec la Syrie, je me dis, ben, Ditch, par exemple, ou les frères Boll, ils sont là-haut. Ouais, dans une série, ouais. Serge Noël, qui a été cité Aussi. par Jean-Marie, il est là-haut. Mais on est en train de parler des usines, enfin de ces séries qui sont là-haut à Jussarupt, en citant ces gens. Moi, je t'en parle d'une autre toute petite qui est juste à l'extérieur, là, qui paye pas de mine.
Et je pense que c'est celle-ci. Là, c'est le même travail, hein, même si c'est plus petit. Oui. Il suffirait de savoir. S'il y a un truc qui me. Ça m'intrigue, hein, toi aussi, j'imagine. Ça m'intrigue. Hein. Est-ce qu'il y a des gens régulièrement qui viennent là? Comment Bah ça se oui. passe? C'est ça qui est bizarre. Bah, pour déposer du bois comme ça, oui. Oh bah merde, en plus, ça maintenant, il y a des arbustes C'est devant. flouté maintenant. Il s'est flouté en plus. Enfin bon, voilà. Bah oui, tu le déposes là tous les jours. Bah oui. Il y a peut-être dans la journée des ouvriers qui font la liaison ce dépôt-là pour ramener la série. Hein. Ouais. Et tu peux passer par la route Franck-Mini, tu seras pas emmerdé. Ah bah oui, tu Ça- vas pas faire grand tour, tu passes par là directement. Oui. Bah c'est un bon chemin d'ouvrier ça. Je veux dire, Là, c'est. t'es tranquille. Ouais, t'es tranquille, t'es pas sur la route avec toutes les voitures. Donc t'as un camion. T'es dans le paysage de tous les jours. Alors il y a Ouais, ça se trouve, il était là-bas, et là, ça se trouve, il a vu la voiture de gendarmerie directement. par exemple un matin, ouais, exactement. Mais où il passe par le chemin Franck-Mini là. Bon après il fait demi-tour et il repart, ou il fait tout le tour. Je Bon, sais pas. tu vas pas te rallonger, ça te rallonge vachement. Hein. Non mais après, toi et moi, je ne sais pas. Peut-être tu connais mieux que moi. Moi, je ne connais pas le le cheminement du bois entre le couper, le descendre dans la vallée, l'amener dans un coin, j'imagine, en attendant de le traiter. Je sais pas tout ça. Je suis pas assez. Mais j'imagine que ça se passe en plusieurs parties. C'est pas tu coupes un bois et tu le descends directement à la scierie, quoi. Ah, moi, je pense que les boucherons, là, tout ça, les grumiers, ils vont chercher le bois dans la forêt, ils vont le déposer au dépôt, là, devant chez Villemain. Là, il est stocké, et en fonction des commandes et tout ça, ils sont emmenés après à la scierie pour être coupés, pour être traités, enfin, pour tout ce qu'il y a à faire, pour être livré après, quoi. Mais. Bon, là, on va peut-être dire des conneries parce que moi, je ne sais pas. Mais est-ce que le bûcheron, il travaille pour une série attitrée, par exemple? Alors ça, je sais pas. Moi non plus. Parce que je me souviens du film Les Grandes Gueules avec Bourvil, Lino Ventura, je sais pas si tu l'avais vu, là, ça se passe dans les Ouais. Vosges. Bon. Des ventes aux enchères pour des parcelles. Et bon, je- le bois appartient peut-être, je sais pas moi, à la région, au pays, je sais pas, à l'époque, et on leur alloue des parcelles de bois par an, et puis ils gagnent le marché ou pas, quoi. Je crois que c'est comme ça. À l'époque, je sais pas, mais en tout cas, là, ça pourrait ressembler à ça. Je suis pas sûr que la Syrie est propriétaire de bois, quoi. De tous les bois. Non, je pense que c'est la commune, en fonction de ce qu'elle veut déblayer et tout ça, qui alloue des parcelles, oui. Alors, ça, d'accord. Alors, le bûcheron, lui, il travaille pour qui, en fait? Pour lui ou pour la Bah, Syrie? je sais pas, mais moi j'ai dans l'idée les bûcherons ils travaillent pour eux, ils coupent le bois et tout ça, et après c'est les scieries qui commandent, qui disent aux bûcherons, moi j'ai besoin de tant de trucs, tant de troncs, tel arbre et tout ça, quoi. Mais bah alors ça c'est d'instinct, hein, c'est vraiment pas, c'est pas officiel. Hein. Mais je pense que les bûcherons ils travaillent pour eux. Hein. Ils doivent être, ils sont pas sous l'ONF eux, d'ailleurs là, les bûcherons. Un. Parce que j'ai encore un Jacob au NF. Hein. Et là, on est encore du côté Oui. d'André. Hein. Oui, en plus, oui. Bon, lui, il n'a rien à voir avec cette histoire, puisqu'il a un alibi parfait avec son patron de l'ONF. Moi, j'avais vu un reportage sur les gars de l'ONF, là. En fait, eux, ils marquaient les arbres à couper, et t'as les bûcherons qui passaient après derrière couper. Oui, oui. On est d'accord. C'est pas les bûcherons qui arrivent dans la forêt, ils coupent à tout va là où ils veulent. Hein. Le problème, c'est que la série Gaif ou Villemain, t'arrives à trouver des trucs. Des petits trucs. Le mieux, c'est Gaif. Tu as toute l'histoire. Oui, Donc, voilà. ouais, Ça, c'est parfait. Villemain,
tu trouves un truc ou deux. Gérard, tu trouves rien. Rien. Non, inconnu. Inconnu. C'est agaçant parce que... Bah, ce qui m'étonne le plus, c'est de retrouver André Jacob dans cette histoire. Avec la toile de tente. Et qui dit, voilà, je l'ai donné à Jean-Marie. Et puis après, c'est derrière le pavillon à moins d'1 kilomètre. Et là, on est... Là, tu sais, quand j'ai connu Franck Émilie, c'est avec les Liliers. Les parrains de Jackie. Oui. D'accord. Et après... Voilà, je découvre ça. Mais j'étais déjà passé par là une fois. Genasseville, c'est loin de tout ça, là? Bah non, Genasseville, c'est là. Ah oui, c'est un peu plus haut quand même, ouais. Bah c'est à moins d'1 kilomètre. Enfin ça c'est les Jacques. Tu sais que les Jacques ils vont se faire emmerder même un peu plus que prévu en fait. La fois où ils menacent Christine de monter là-haut, ils téléphonent aux Jacques aussi. Oui, c'est oui. Ouais c'est quand même... c'est étonnant. Et pourquoi? En tout cas, bah parce que Marie-Christine elle est avec Villemain déjà. Et parce que peut-être qu'il les aime pas, et parce qu'il les connaît aussi. Forcément. Il n'y a que 2 maisons qui ont résonné continuellement à Aumonzès, c'est les 2 pavillons Villemain. Après, il y a un coup de fil chez les Demanges, pareil, les Demanges ils sont là. Ils sont de ce côté. Et voir un qui est à l'entrée au village, quoi. Le pompier. L'usine. Et puis c'est tout. On peut rajouter Bernard Laroche, mais j'ai l'impression que je la mets pas. Bon, C'est pas le même truc en fait. C'est pas la même histoire. C'est un truc de gamin. Mais voilà, tu vois, quel endroit idéal, tu trouves pas quand même? Ça me plaît, moi, vraiment, ouais, cette idée. ouais, c'est pas mal, hein. Le corbotage n'est pas le corbeau. Le corbeau se sert du corbotage. Et le corbotage, ça se passe sûrement avec quelques personnes, et entre autres, ces gens. Et c'est pas qu'ils sont en train de comploter, c'est qu'ils sont dans le jeu du corbotage. Et le corbeau, après qu'il ait reçu toutes ces informations, par exemple, s'en sert. Mais pour ça, il faut qu'il soit autour de ce cercle. Et que surtout, il fasse le lien entre Monique et Liliane. Et éventuellement, donc, le café des ouvriers, le café Verdu. C'est important puisque, on va y revenir, mais le café Verdu est cité très rapidement dans l'affaire et plus vite que prévu en fait. En tout cas pour moi, hein, je le prends. Alors je cherche quel est le déclencheur déjà, comment on arrive à soupçonner dans la famille, à l'époque la famille Villemain, les Verdus. Quand démarre cette histoire? À propos des premiers appels anonymes chez Albert, selon les époux Villemain, avril-mai 1981. Tout au début que les appels téléphoniques anonymes ont commencé et que je parlais avec Jacob André, ce dernier m'a dit que les coups de fil anonymes pouvaient provenir de chez Verdu. Je lui ai demandé de préciser sa pensée. Il m'a dit qu'ils étaient noirs. Il voulait dire par là que les Verdus étaient sournois. À l'époque des communications téléphoniques, André m'a dit un jour que le père Verdu avait frappé André, car il ne voulait pas payer une carte de pêche. Je crains monsieur Verdu, père, malgré que je n'ai jamais eu d'altercation avec lui. Audition d'Albert Villemain, le 20
octobre 1984. Je comprends alors que la famille Verdu, le bar en tout cas, arrive très vite sur la piste personnelle de la famille à l'époque, bien avant les plaintes. André Verdu se permet de frapper André car il ne voulait pas payer une carte de pêche. Or, André Verdu s'occupe bien à l'époque des permis de pêche de Grange. Ce qui veut dire que ces deux personnes se connaissent très bien. Et on peut rajouter information supplémentaire, que André Verdu, pompier, est bien pompier avec André Jacob, dans la même compagnie. Donc il y a une réelle relation avec André Verdu, par exemple, et André Jacob. Alors, pour continuer un peu sur André, c'est un personnage dans la famille qui, d'après Jean-Marie, est un peu spécial, pas méchant, mais un petit peu mis à part, bon, un peu difficile peut-être. Il a exercé beaucoup de professions, agent d'assurance, ouvrier dans la scierie qui a brûlé de Manche-Clos en 1974 et qui a blessé donc André Verdu. Représentant, alors je ne sais pas d'ailleurs si c'est la même époque, représentant en vin. Et à l'époque, en 84, il travaille pour la compagnie de Monsieur Crouvisière. Il est chargé de passer chez les ouvrières à domicile récupérer le matériel qu'elles ont fabriqué. Et justement, André, par exemple, récupère le travail effectué par Liliane chez elle. C'est un chauffeur-livreur, en fait, de la compagnie. Donc, André Jacob est en relation avec le Café des Ouvriers et professionnellement est donc en relation déjà avec Liliane. Arrive maintenant la relation avec Monique. Alors, Monique est très proche de Georges, voisin, et Cunin, bon. Et il y a aussi André. André qui passe assez régulièrement voir sa sœur. Et surtout, discuter avec son beau-frère, Albert Villemain. Et c'est l'un des premiers, André Jacob, à être au courant de ce qui se passe avec le corbeau qui ennuie la famille Villemain. André Jacob est un ami, en tout cas un ami de pêche, un compagnon de pêche, avec le gendarme Ferru. Le gendarme Ferru, lui-même, en contact avec Liliane, qui elle-même cherche à innocenter son père. Et donc, entre 82 et 83, Liliane enregistre des conversations avec un corbeau. C'est dense, mais là, il me semble qu'on est en train de toucher à la personne qui pourrait faire le lien entre tous ces gens. Donc Liliane, la première concernée à l'époque, quand on accuse son mari, ou son père, pardon, on a le gendarme Ferru et on a Monique. En quelque sorte, André Jacob, on pourrait le dire comme ça, rentre dans toutes les cuisines de ces gens. Quand il va récupérer le matériel chez Liliane, il est très proche en fait. Quand il va boire le café chez sa sœur, il est très proche aussi. Et quand il va au Café des Ouvriers boire des coups ou acheter sa carte de pêche ou pas, il est presque dans la cuisine du café. Qui est autour d'André Jacob ? Nous n'avions encore jamais parlé des scieries, surtout la scierie Gérard de Frambéménil. Mais nous avions déjà parlé des bois. La famille Balland de Feysse, la mère et le fils. Madame Adenauer, à une centaine de mètres de chez elle.
pas loin d'une réserve de bois. Des-Simon, en 1978. Augustine Pellegrin, entre les deux, l'épange. Entre les deux, l'orée du bois. C'est fou. Dans un si petit périmètre, 5 assassinats en 10 ans. Un cambriolage chez Monsieur Poirot. Face. De l'autre côté, c'est pas mieux. Laveline du Haut, Tendon, Mortagne. Un si petit périmètre. À force de le dire, on a l'impression que c'est normal. Mais ce n'est pas normal dans ce périmètre si étroit. D'après les habitants, les assassins venaient des bois. L'assassin de Grégory, en quelque sorte, vient du bois. L'orée du bois. C'est ce qui sépare les villages où il y a eu des assassinats, par exemple. Sur cette même ligne, Face, l'épange, Des-Simon, Laval-sur-Vologne. Cet assassinat de cette femme, par exemple, partie au travail et se retrouvant sur cette étendue de bois à quelques centaines de mètres de son habitation. On pourrait penser à une signature. Le bois est un personnage omniprésent, jamais cité, toujours proche des victimes ou des protagonistes. À Aumonzey, à Granges, il y a une vie de bois. Des scieries, à la différence par exemple de l'épange où il n'y en a pas, mais où on vient couper du bois. Tous ces assassinats à l'époque sont complètement odieux et sauvages. Comme celui de Grégory, il faut peut-être déjà avoir ça en soi, le créer, l'avoir déjà fait, bien connaître les lieux, se carrer du haut de l'épange, le haut du pré du Clos, la grande ferme du coin, Clodon, l'orée du bois, qui traverse techniquement l'épange entre Face et Des-Simon. En bas, la petite ville de l'épange sur Vologne. Les bois, sentir le moment où tout bouge. 17h. À 17h, 18h, pour les bois, le travail est fini, c'est la tombée de nuit. 17h, 18h, c'est la fin de la journée. Plus de soleil. Les usines, c'est plutôt 21h. Pas besoin de lumière du jour pour faire tourner une usine. Le soir où une personne est montée crever le pneu de Jean-Marie, à l'épange, il était par exemple 19h. En tout cas, à Aumonzey, Granges, il y a du métier dans le bois et dans quelques scieries, dont une à Frambéménil, tout proche des bois d'Erpelmont, la Neuville, Saint-Jean-du-Marché, Jussarrupt, l'épange, l'orée du bois qui lui a servi à prendre la fuite après qu'il ait crevé le pneu de la voiture de Jean-Marie. 19h, décembre 1982. Étonnant que depuis 40 ans, tout tourne autour des usines. Où sont les enregistrements de Liliane ?
de Monique. Les lettres. J'allais oublier, et je voudrais corriger quelque chose rapidement. À propos de la famille Pirard. Pirard Gustave, Pirard Fernande, Gilbert. Voilà 3 personnes sur le recensement 62-68 à Aumontzey. Gilbert, fils, manœuvre de Syrie. Mais peut-être que cela sera plus simple avec un schéma. Gustave Pirard, marié à Fernande Pirard, né Prost. 7 enfants, dont Solange Pirard, mariée à Robert Jacob. Ils ont eu un fils à l'époque, Alain Jacob.